On y va, Madame la Ministre, vous comptez jusque 5 doucement. Dans quel sens? Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui fait un peu le point sur l'état de la vaccination et sur l'état de l'épidémie, où pour le moment, on est dans une situation un peu paradoxale, puisqu'on a un taux de vaccination record, la Belgique étant dans le top au niveau européen et même au niveau mondial, avec un taux de vaccination qui dépasse les 75%, les 75% première dose des personnes de plus de 18 ans, ce qui réduit quand même le spectre des personnes qui sont partiellement protégées, et puis les personnes qui sont totalement protégées, pour lesquelles on a quand même encore entre 50 et 60% de la population qui n'est pas protégée totalement. Or, on sait qu'on est face à un variant Delta qui avance rapidement, puisqu'on est aujourd'hui à peu près 25% des contaminations avec ce variant et qu'on estime, selon les projections des scientifiques, que nous serons dominants aux alentours du 15 juillet. Et quand on sait qu'il est 60% plus contagieux que le britannique, qui lui-même était davantage encore que celui qui nous avait frappé en première et en deuxième vague, on se dit que c'est vraiment une course contre la montre. La bonne nouvelle, c'est que les vaccins actuels, que ce soit AstraZeneca ou Pfizer, sont efficaces contre le variant Delta, avec des chiffres qui vous seront détaillés tout à l'heure dans les présentations. Donc la vaccination complète protège massivement, pas totalement, mais massivement, de manière importante, les citoyens. Et donc il y a un intérêt manifeste à ce qu'à la fois on puisse raccourcir les délais pour AstraZeneca en Seattle, puisqu'on a reçu aujourd'hui l'information selon laquelle on va recevoir de nouveaux vaccins, des livraisons d'AstraZeneca qui vont nous permettre d'anticiper les doses de ceux qui avaient été programmés à 12 semaines d'écart, selon des processus où les gens pourront électroniquement s'inscrire pour anticiper leur dose à 8 semaines s'ils le souhaitent, s'ils ne sont pas en vacances ici en France. Et également de pouvoir, à l'avenir, essayer de moduler les deuxièmes dates de rendez-vous pour ceux qui prennent des vaccins à 2 doses, sachant que le vaccin Johnson & Johnson, qui n'arrive qu'au compte-gouttes, celui-là puisse être administré pour ceux et celles qui le souhaitent, à condition d'avoir évidemment plus de 40 ans. C'est un vaccin adénovirus et donc les mêmes caractéristiques que AstraZeneca en termes d'âge, puisqu'on a le choix de pouvoir administrer d'autres vaccins qui sont plus appropriés aux autres catégories d'âge. Et en sachant que des informations devraient parvenir sur les 12-15 ans dans les semaines à venir, mais où il n'y aura pas de vaccination massive. On n'a pas encore pris la décision, mais selon toute vraisemblance, on irait uniquement vers une vaccination des 12-15 ans qui auraient des comorbidités importantes. Je pense notamment des gens qui auraient des leucémies, des adolescents qui auraient des leucémies, des trisomies 21, etc. Et pour le reste, on n'enverrait pas de vaccination, en tout cas d'invitation automatique. Et puis, pour ce qui est le dernier élément, pour ce qui nous concerne, en Wallonie, on va, avec le délégué général Lambert Stamatakis, renvoyer à tous les citoyens adultes qui n'ont pas été au rendez-vous dans un centre de vaccination, on va les réinviter par écrit, par la poste, pour s'assurer que peut-être ils saisissent cette deuxième chance. Et donc, on sait qu'évidemment, votre rôle comme médecin ou personnel de soins sont évidemment déterminants, à la fois avec les patients que vous avez au quotidien, mais aussi pour ceux et celles qui vous poseraient des questions à la suite du courrier qu'ils auraient reçu, en sachant qu'on n'écrira pas aux 3-4 000 personnes qui ont exprimé qu'ils ne souhaitaient pas se faire vacciner. Et donc, pour ces 3-4 000 personnes-là, évidemment, ne recevront pas l'invitation une deuxième fois puisqu'ils ont exprimé un refus de leur part. Voilà, j'ai posé le cadre de manière générale. Je cède maintenant la parole à Lambert Stamatakis. Puis je remercie déjà de tout son investissement et des beaux résultats qu'on a déjà engrangés, et puis pour tous ceux qui vont suivre dans les prochaines semaines. Et je remercie également Vincent Isorbit, évidemment, et Jean-Michel Denier, qui ont accepté de consacrer du temps. Jean-Michel est un habitué, donc à nouveau, sa soirée pour essayer de répondre à toutes vos questions, et Vincent Isorbit qui a travaillé sur l'hésitation vaccinale, notamment à l'UCL. Je pense. C'est correct, M. Isorbit? Ouais. Effectivement, merci. Merci à tous. À toi, Lambert. Merci, Madame la Ministre. Donc, moi, je serai assez bref. Je vais juste faire un petit rappel sur l'état d'avancement de la vaccination. Donc, je vais peut-être juste prendre le contrôle de l'écran
quelques secondes. Comme ceci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, je ne me suis pas cassé la tête. Hein. Donc, c'est le tableau de Cienzano qui est mis à jour quotidiennement. Donc, que voit-on? C'est qu'à ce jour, on a administré 11 millions de vaccins en Belgique, en première ou en deuxième dose. Donc, on a administré 7 millions de vaccins en première dose. Donc, le taux global pour la Belgique est de 76%. Wallonie est à 73%. Et en deuxième dose, donc on a administré à peu près 4 millions de vaccins, 43% de la population couverte en deuxième dose, la Wallonie est à un peu plus de 44. Si on regarde la couverture des tranches d'âge, vous voyez que nos aînés sont remarquablement bien couverts. Donc, les 85 plus sont couverts à plus de 90%, et en dessous, on est à 92, 91, 88. Les dernières tranches sont celles qui sont en cours de vaccination. Donc, on a déjà plus de 50% des 18-34 vaccinés. C'est un chiffre qui est remarquable, mais ce chiffre n'est qu'une étape, et donc on va continuer à monter, et on espère arriver au même taux que les autres, même si on pense que ce sera un peu plus difficile à ce niveau-là. Pour ce qui est de la couverture de nos aînés en Wallonie, on est dans le même range de chiffres. Donc, nos aînés 85 plus, on est à 84%, 87, 87, 83 pour les 55-64, 78%, et ce chiffre augmente tous les jours pour les 45-54. Les 35-44, on est à 68%, pardon, et les plus jeunes à 54. On a ouvert la vaccination aux 16-17 ans la semaine dernière, et à ce jour, pas loin de 30 000 jeunes de cette tranche d'âge-là sont déjà ou vaccinés ou ont pris rendez-vous. Si on regarde de plus près le nombre de rendez-vous bookés et le nombre de vaccinations déjà faites, on est en Wallonie à 76,1% à la date d'hier. Donc c'est un chiffre que moi je considère comme remarquable, en tout cas nettement supérieur aux chiffres qui étaient annoncés fin de l'année dernière quand on parlait de l'hésitation vaccinale des francophones. On est, je pense, en train de gagner le pari de la vaccination des Wallons. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je pense qu'il y a des gens qui ont des choses beaucoup plus importantes et intéressantes à dire que moi, et donc je passe la parole à Jean-Michel Denis. Merci. Il y a une présentation normalement qu'il faut... Elle arrive. Donc je vais enchaîner moi sur un mot sur les variants, et vous allez voir, on va surtout laisser la place aux questions, puisqu'il y a pas mal de questions indépendamment des variants, et puis je laisserai la parole au professeur Iserbit pour une réflexion sur l'hésitance vaccinale ou l'hésitation vaccinale. Clément, tu sais mettre ta projection? Parfait. Ok, donc en fait, la difficulté avec les variants actuels, c'est qu'on pense à chaque fois qu'on va identifier un vaccin adapté à un variant spécifique, et je pense que si on avait fait ça au mois de janvier, on aurait développé un vaccin contre le variant alpha, et je vais y revenir, le variant britannique, et puis on aurait rapidement essayé de développer un vaccin sur le variant sud-africain, et puis sur le variant brésilien, et puis maintenant sur le variant delta, donc le variant indien. Et donc, on sait effectivement que les virus mutent. On sait que ce qui est important avant de se poser la question de revacciner ou de vacciner avec un vaccin adapté, c'est d'identifier l'épidémiologie du vaccin, donc ça veut dire la facilité avec laquelle il se propage, l'impact sur la maladie, est-ce qu'il entraîne oui ou non plus d'hospitalisation, du variant, pardon, et est-ce que l'efficacité des vaccins et des médicaments, parce qu'on l'oublie souvent, aujourd'hui, les seuls médicaments qui sont réellement enregistrés, notamment en Belgique, sont les anticorps monoclonaux dirigés contre les formes moins sévères au départ de la maladie, qui vont ensuite amener des hospitalisations.
Et donc, avant de réfléchir à un vaccin qui est adapté, il faut se poser la question de l'impact de ces variants sur l'ensemble de ces paramètres. Et comme ça évolue très vite, vous allez le voir, pour les différents variants, il est avant tout important de voir si les personnes qui sont vaccinées doivent être maintenues avec ce type de vaccin ou un vaccin supplémentaire doit être administré. Si tu vas au slide suivant. Et donc, je vous rappelle juste, et ça c'est la base, mais vous vous en doutez, qu'on a deux types de variants, ce qu'on appelle en français les variants préoccupants, donc c'est ce qu'on appelle les VOC, donc les Variants of Concerns, et qui ont été reclassifiés par l'OMS pour ne plus identifier le pays au départ où ça a été identifié, pour ne pas stigmatiser quelque part soit des pays, soit des résidents dans les pays. Et puis, ça n'a plus de sens maintenant d'appeler un variant anglais à partir du moment où il était dominant dans un grand nombre de pays au niveau mondial. Donc, le variant alpha, c'est le variant historiquement anglais, le variant bêta, c'est le variant sud-africain, et le variant gamma, c'est le variant brésilien, et celui dont on parle, mais c'est ce qu'on appelle le P1, et le delta, c'est le variant indien. Alors, ce qui est important dans le variant delta, c'est que le type de mutations sont assez différents du variant bêta et gamma, et on parle maintenant de ce qu'on appelle la variant delta plus, notamment en Inde. Ça veut dire qu'il y a une mutation supplémentaire qui est apparue, qui peut encore modifier sa virulence. Et pourquoi est-ce que ce sont des variants préoccupants? Parce qu'ils augmentent pour la plupart la transmission par rapport à la forme de virus de départ. Ça a été mentionné de l'ordre de 30 à 50% pour le variant alpha, et le variant delta, ça a été mentionné par la ministre, de l'ordre de 60%. Mais donc, si on prend globalement, on peut avoir une transmission qui est beaucoup plus importante et une hospitalisation, un risque d'hospitalisation également plus important. Si on va à la slide suivante, pour ceux qui ne savaient pas, on a également des variants d'intérêt et des variants à suivre. Et ces variants à suivre portent également des dénominations avec des lots. Donc, on a l'epsilon, le zeta, l'eta, et donc qui existent déjà actuellement et qui ont également été découverts, mais qui entraînent beaucoup moins de problèmes en termes de santé publique au jour d'aujourd'hui. Et donc, un certain nombre de lettres sont actuellement prises. Et donc, vous voyez, par exemple, que le variant Kappa est en fait un variant indien qui a une mutation un peu différente et qui le rend, entre guillemets, moins contagieux. Donc, dia suivante. Alors, ce qui est important, c'est de constater ici, dans l'évolution des cas de Covid-19 depuis forcément le mois de février-mars 2020, c'est de constater qu'on voit une diminution globale de la charge des cas et de la mortalité qui diminue au niveau mondial. Mais on va voir qu'il va falloir rester prudent parce que ce que vous ne voyez pas tout en bas, en fait, c'est dans le bleu un peu foncé, c'est notamment l'Afrique qui commence à flamber avec une augmentation hebdomadaire de plus de 30 à 40% des cas, et c'est ce qui est apparu également en Inde. Et donc, en fait, on sent que c'est ce qu'on a déjà eu par le passé, si vous voyez entre la deuxième et la troisième vague, on voit des pays qui deviennent des réservoirs du virus, et c'est notamment les pays où on vaccine le moins, en fait. Alors, il ne faut pas confondre le développement de variants à cause du fait qu'on vaccine beaucoup, puisque c'est l'inverse qui se passe, c'est que les variants se développent où on a des vaccins qui sont relativement peu utilisés, puisque ça laisse aussi aux variants les possibilités de se développer. Et donc, en fait, on voit une diminution très significative de la charge de la maladie, et c'est démontré dans les maisons de repos et ailleurs, où le pourcentage de gens hospitalisés diminue, mais les gens hospitalisés sont avant tout maintenant, dans plus de 90-99% des cas, des personnes qui sont non vaccinées ou qui n'ont pas une vaccination complète. Donc, slide suivante. Alors, ceci, c'est une représentation relativement graphique de ce qui s'est passé à travers le temps, où on a vu que la forme 1, qui était la forme du virus relativement native, Wuhan qu'on a appelé, a été dominée par le variant alpha, donc qui était le variant britannique. Et puis, vous voyez que deux variants sont restés relativement stables, le variant bêta, qui est le variant sud-africain, et le variant gamma, qui est le variant brésilien. Par contre, au milieu, en vert un peu plus clair, vous voyez que le variant delta commence à prendre de la place et pousser, entre guillemets, le variant bêta, et on va voir qu'il va prendre la place du variant alpha. Slide suivante. Et donc, si on prend la situation en Belgique, donc les rapports qu'on reçoit de façon hebdomadaire par le centre de référence de la KUL, notamment par Emmanuel André, on voit effectivement depuis 2-3 semaines,
apparaître de façon très significative le variant Delta. Il y a 2 semaines, en fait, les chiffres du variant Delta étaient à moins de 7%, entre 3 et 5%. Il y a exactement 2 semaines, il était à 7%. La semaine passée, il était à 14%. Et là, on voit qu'il est à 23%. D'où les prévisions qui amènent le variant Delta qui va être certainement dominant dans les semaines à venir, donc éventuellement à partir du 15 juillet, comme la ministre l'a mentionné, c'est certainement ce à quoi on s'attend. Certainement la semaine prochaine, on va tourner aux alentours de 30-35% et arriver aux 50%. Alors sur quoi est-ce qu'il prend la place? Il prend la place du variant alpha, et donc ce qui reste relativement stable, c'est notamment le variant P1 qui est le variant brésilien qui tourne aux alentours de 8-10%. Par contre, celui qui semble disparaître complètement, c'est le variant sud-africain. Slide suivante. Alors, la répartition en Belgique fait qu'on constate notamment que le variant Delta se répand surtout dans les grandes villes. C'est le cas notamment de Liège, vous voyez ici, c'est le cas de Bruxelles, vous voyez le Brabant wallon également, Mons, un petit peu Namur, Anvers également et Ghent. Et donc, là où on a des densités de population importantes, on a un taux de variant qui est important. Et vous avez également vu les chiffres de vaccination, si vous les répartissez également par ville, les grandes villes, on sait que dans les grandes villes, on vaccine un peu moins. Donc, on ne peut pas exclure un lien d'association, pas forcément de causalité, mais en l'occurrence, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Slide suivante. Alors, ceci, c'est un tableau un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça reflète ce que la ministre a mentionné. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des données, on a eu les données hier de Moderna, c'est que tant le vaccin Pfizer que le vaccin AstraZeneca sont efficaces sur le variant alpha, qui est toujours majoritaire, mais également sur le variant Delta. Et donc, plutôt que de parler de variants adaptés ou de vaccins adaptés, il était important d'avoir ces données. Alors, d'où viennent ces données? Elles viennent d'Angleterre. Pourquoi d'Angleterre? Puisque là, on est à plus de 90% de variants Delta. Et sur quoi est-ce qu'on regarde l'efficacité du vaccin? C'est avant tout les hospitalisations. C'est là qu'on est intéressé par avoir une réduction significative des événements associés au vaccin. Et on voit que 2 doses de Pfizer réduisent de plus de 90%, 96% les hospitalisations. Et AstraZeneca, c'est important, vous voyez que 2 doses réduisent de 92%. Et donc, tant le vaccin Pfizer qu'AstraZeneca, et pour le vaccin Moderna, on a des données aujourd'hui, moins de données cliniques, mais des données sur de l'efficacité en laboratoire qui montrent également une efficacité majeure, surtout après 2 doses. Et donc, dia suivante. Ce qui est important, c'est que l'ECDC, donc le Centre de contrôle des maladies européen, a fait également une analyse de ce variant Delta. Dia suivante. Et donc, les recommandations sont relativement claires. Et je crois que ça, c'est important. C'est aujourd'hui, si on a gagné, entre guillemets, une certaine popularité en termes d'efficacité de la vaccination, y compris et surtout en région wallonne, c'est important de le dire, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, puisqu'on l'a vu, seule une vaccination complète, notamment des personnes à risque, va amener une réduction des hospitalisations associées au variant Delta, au même titre qu'au variant Alpha. Et donc, deuxièmement, et ça c'est important également, en ce qui concerne le schéma à 2 doses pour les vaccins à 2 doses, notamment l'AstraZeneca, le Moderna et le Pfizer, une deuxième dose dans un intervalle le plus court possible, pour autant qu'on reste dans l'indication, donc c'est 4 à 12 semaines pour le vaccin AstraZeneca, c'est 19 à 42 jours pour le vaccin Pfizer et le vaccin Janssen, lui, n'a qu'une dose. Il est intéressant de réduire cet intervalle également pour avoir une vaccination complète à 2 doses. Et donc, initialement, c'était 12 semaines pour le vaccin AstraZeneca. Et aujourd'hui, on peut anticiper le vaccin à 8 semaines pour AstraZeneca également. Slide suivante. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on parle toujours des chiffres d'une dose, et ça vient encore d'être mentionné. Ça, c'est à la date du 28 juin. Et donc, effectivement, on parle souvent des chiffres d'une dose à partir de 18 ans, donc on est un peu plus de 75% maintenant. Ce qui est important, et je vous en prie, c'est de regarder aussi les chiffres à 2 doses. Donc, ça veut dire la vaccination complète. On sait qu'avec les vacances, certaines personnes pourront à un moment ou l'autre estimer que, de toute façon, comme elles n'ont pas leur passeport vaccinal actuellement, éventuellement, certains ne vont pas revenir pour une seconde dose, quel que soit le vaccin. On sait, avec les vaccins, notamment ARN, qui peuvent avoir un peu plus d'effets indésirables après les secondes doses. Je crois qu'il est important aujourd'hui d'estimer clairement que c'est les 2 doses qu'il faut maintenir dans l'ensemble de la population. Et vous voyez que là, on a une couverture de seulement 1/3 de la totalité de la population. Et donc, ça veut dire quoi?
chez les plus de 18 ans, 42%, qu'il est logique que dans des pays qui ont vacciné ou qui vaccinent beaucoup, d'avoir des contaminations avec le variant Delta, y compris des hospitalisations parce qu'ils ne sont pas couverts totalement. C'est ce qu'on a actuellement dans des pays également comme Israël, par exemple, c'est ce qu'on a en Angleterre. Mais a fortiori, ce qu'on a constaté, c'est que les pays qui vaccinent le moins, c'est le cas de la Russie, par exemple, voient une explosion des infections. Et donc, dia suivante. Ce qui est important également de rappeler, et c'est ça qui est parfois un peu tracassant aujourd'hui, je ne vous le cache pas, c'est de voir que les interventions non pharmaceutiques sont assez laissées de côté, notamment bien évidemment l'utilisation de masques FFP2 dans les maisons de repos, l'utilisation à un minimum de distance physique quelque part, et de règles d'hygiène qui, on le voit bien, en fait, sont laissées de côté. Malheureusement, c'est certainement trop tôt. Donc, une des recommandations de l'ECDC, c'est de maintenir ces interventions non pharmaceutiques de façon très significative, de maintenir la pression sur la vaccination, mais un schéma complet, donc les vaccinations en 2 doses, et on rediscutera éventuellement dans les questions d'une possible 3e dose, mais vous avez ou de vaccins adaptés, mais aujourd'hui, on n'aura pas de vaccins qui sont plus efficaces que le vaccin Pfizer ou AstraZeneca sur le variant Delta, puisqu'on est à plus de 90% d'efficacité contre les hospitalisations. Et donc ça, je crois que c'est un message qu'il faut retenir, et de ne pas relâcher les interventions non pharmaceutiques, c'est comme ça qu'on les appelle à l'ECDC également, donc principalement les masques et la distanciation physique. Dia suivante. Voilà, donc ça, c'est si vous voulez aller rechercher sur le site de l'OMS, les différents variants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est les effets sur la transmission, la maladie, les risques de réinfection. Et on sait, en fait, ça c'est important, que même avec le variant Delta, le risque de réinfection est quand même relativement limité. Donc ceux qui ont développé par le passé des formes du Covid ne redéveloppent pas avec le variant Delta automatiquement une maladie, mais ils peuvent redévelopper des symptômes. Et donc on peut être réinfecté si on a fait la maladie, on peut être réinfecté si on a eu le virus. Et on sait que l'efficacité des vaccins sur les formes moins sévères est beaucoup moins importante que sur les formes sévères. Et donc oui, des personnes vaccinées peuvent redévelopper des formes moins sévères de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que si elles n'avaient pas été vaccinées, elles auraient certainement développé des formes beaucoup plus sévères de la maladie. Et par ailleurs, on réduit la transmission, y compris avec le variant Delta, de façon significative, de l'ordre de minimum 40 à 50% lorsqu'on est vacciné, et donc ça a un impact sur l'efficacité de la vaccination dans le cadre d'une immunité de masse, même si on sait qu'avec des vaccins, des variants qui sont beaucoup plus transmissibles, avoir une immunité de masse est beaucoup plus complète, et donc parler de chiffres de 70% n'a plus beaucoup de sens, donc il faut vraiment parler d'une immunité maximale des populations les plus à risque avec 2 doses dans un schéma complet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Michel. Donc, on sent bien à l'expression que tu viens de donner qu'aujourd'hui, en gros, si on doit résumer la situation, c'est que le virus a beaucoup trop d'individus non vaccinés avec lesquels il peut circuler. Et donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique majeur de vacciner plus de gens que ce qu'on a, d'autant que, je le dis à l'égard principalement de francophones qui nous écoutent de Wallon, si on regarde le gap, vous allez pouvoir aller voir sur le dashboard de Sanciano, le tableau de vaccination, il y a 10% d'écart qui nous sépare au niveau des citoyens vaccinés par tranche d'âge entre la Wallonie et la Flandre. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'adhésion à la vaccination qui est extrêmement impressionnant en Flandre, un des plus importants à mon avis au niveau européen, où on se situe au niveau européen à peu près, si on devait prendre la région wallonne, 6 ou 7e à l'échelle des autres pays par tranche d'âge, mais il y a des poches de population complète qui ne se font pas vacciner. Donc si on se retrouve encore avec 15%, par exemple 15% de personnes non vaccinées pour les plus de 65 ans, ou 15% 14 de personnes qui ont des comorbidités qui ne sont pas vaccinées, pour eux, le bénéfice de la vaccination, d'abord, il est majeur. Et puis, pour tous ceux qui ont plus de 18 ans et qui pourraient se faire vacciner, c'est important de pouvoir leur expliquer aussi que la vague qui arrive, elle est inévitable et qu'au vu du nombre d'individus qui ne sont pas protégés, ils ont une probabilité de se retrouver avec une forme modérée ou sévère de la maladie qui peut survenir à n'importe quel moment et qui va être encouragée par ailleurs. Il y a un côté positif, c'est la saisonnalité. Par contre, le retour des vacances vers la fin de l'été va avoir des conséquences de réaugmentation considérable, conjuguées à la contagiosité plus importante
du variant qui circule de manière de plus en plus importante. Et on pourra peut-être voir justement au niveau de l'enchaînement avec M. Iserbyt, si on peut identifier quelles sont les populations, les poches de population à partir desquelles il y a une communication particulière qui pourrait être faite. Est-ce que c'est d'abord une communication générale que les professionnels de la santé pourraient avoir? Si oui, dans quel sens? Et puis, si ce sont des poches de population, est-ce que ce sont principalement des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui ont envie d'avoir des enfants à l'avenir et pour lesquels circulent des informations sur la fertilité ou des inquiétudes sur la fertilité? Est-ce que ce sont des personnes dont le niveau socio-économique est plus faible sur base des enquêtes qui ont été réalisées? Est-ce qu'il existe au sein de certaines communautés liées très environnementalistes et un peu radicales, mais par contre, elles, généralement éduquées au sens d'un niveau d'études élevé, qui aussi sont hostiles à la vaccination. Et donc, ces populations-là conjuguées font qu'on a encore trop de gens qui ne sont pas protégés. Voilà, donc je vous cède la parole pour approfondir ça avec vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et donc, je m'inscris tout à fait dans la lignée de ce que vous venez de dire. Il y a vraiment encore un enjeu majeur à essayer d'avancer dans une campagne de vaccination qui a été jusqu'ici quand même fortement couronnée de succès, mais qui n'est pas encore arrivée à son terme. Et donc, il faut vraiment voir comment traiter la question de l'hésitation vaccinale. Je tiens à dire que l'essentiel des données que je vais présenter ont été collectées dans le cadre d'une collaboration avec les différentes universités, Liège, ULB et également au nord du pays, dans un groupe d'experts. Et donc, je me fais ici le porte-parole pour l'essentiel de ces données que je vais vous présenter. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, quand on parle d'hésitation vaccinale, en fait, on fait souvent référence à ce qu'on appelle les 3 C de l'hésitation vaccinale. On parle d'abord de complaisance, dans le sens où pour beaucoup de gens, il reste malgré tout difficile de leur faire comprendre les risques qui sont encourus. Et il y a toute une série d'édulcoration, somme toute des séquelles que l'on pourrait subir du fait de la contamination. On apprécie aussi assez mal le fait de donner un bénéfice à l'ensemble de la population par le fait de se faire vacciner, et on ne prend en compte généralement que son propre risque. Il y a également tout un ensemble d'éléments qui tiennent, qu'on appelle le confort, et qui tiennent compte des efforts que l'on doit faire, la difficulté d'accès au vaccin. Alors effectivement, il faut pouvoir informer le plus clairement possible sur les centres de vaccination. Ça a été fait à grande échelle, mais il faut aussi faciliter les démarches et toutes les étapes en matière de vaccination. Il faut épauler toute une série de personnes, et là je crois que des initiatives sont prises de plus en plus pour offrir des plages horaires, par exemple, des lieux de vaccination, des circonstances qui permettent à des personnes qui en temps normal n'auraient peut-être pas fait l'effort de se rendre dans un lieu de vaccination, de le faire. Bref, il faut mettre les choses à disposition des gens le plus possible pour faciliter le confort de cette vaccination. Et puis enfin, élément tout à fait capital, il y a la question de la confiance dans le vaccin, avec notamment, bien entendu, la question des effets secondaires que l'on peut penser encourir des suites du vaccin. Les effets, j'allais dire, mineurs dus à la vaccination elle-même, mais également des effets qui pourraient à long terme se manifester. Donc, il faut garantir des informations claires et transparentes, travailler énormément sur les fake news. Je signale aujourd'hui une étude réalisée par un centre d'études anglais qui montrait que 2/3 des informations fake news qui circulaient sur les réseaux sociaux anglais était le fait de 12 individus. Donc c'était 12 personnes qui passaient une énergie absolument folle à diffuser des fake news. Et donc il y a des travaux de débunkage, comme on le dit, pour éviter ces fake news. Et puis effectivement, il faut monitorer l'information sur l'efficacité, les effets secondaires. Jean-Michel Denis est bien au courant de ces aspects, où on suit scrupuleusement les informations à ce niveau-là. Et je dirais le point tout à fait important sur lequel je voudrais insister ici, c'est le fait que pour restaurer ou pour instaurer une confiance, il faut tabler sur des sources qui soient compétentes et bienveillantes. Et là, les intervenants de première ligne et les pairs, les proches, sont vraiment les personnes capitales. Slide suivante.
Effectivement, les données montrent dans toute une série d'enquêtes que lorsqu'on demande aux gens quel est le degré de compétence attribué, le degré de bienveillance attribué à toute une série d'acteurs de la crise, on voit que les médecins généralistes, les infirmiers, infirmières, les pharmaciens sont de loin considérés comme les personnes de confiance. Vous voyez cette information sur le graphique de gauche, mais sur le graphique de droite, vous voyez également à quel point les personnes se disent finalement peu convaincues dans une bien moindre mesure face à des infirmiers, des pharmaciens, des généralistes. Alors les experts sont quelque part pas très loin, mais on est bien entendu très au-dessus de ce qu'on peut réaliser du côté de toute une série d'autres sources d'influence. Donc le personnel soignant de manière générale est très important, occupe une place centrale. Diapositive suivante. Les proches sont également un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que les proches instaurent ce qu'on appelle des normes. Les normes sont ces règles et ces prescriptions qui nous incitent à faire un certain nombre de choses dans la vie quotidienne. On se rend chez quelqu'un avec un cadeau parce que c'est la norme. Eh bien, ces normes, elles sont suivies si elles sont rappelées. Elles sont rappelées même implicitement par le comportement que tout à chacun pose. Et le fait que un nombre croissant de personnes soient vaccinées, on l'a vu avec les tableaux de Cenzano, est tout à fait encourageant parce que cette norme provoque un effet d'entraînement qui est tout à fait salutaire. Mais il reste des poches qui montrent une certaine résistance face à ces normes. Et la manière de traiter ces endroits, disons, un petit peu plus récalcitrants, c'est de s'appuyer sur des groupes de référence qui sont essentiellement composés des pairs, des proches, des gens qui, comme soi, sont peut-être dans la même situation, mais ont été vaccinés, et d'engager le dialogue. Le maître mot dans ces éléments ici, c'est de dialoguer, de donner des informations et de permettre aux gens de ne pas s'extirper de la majorité qui se tourne vers la vaccination. Donc il faut pouvoir garder les personnes à l'intérieur du groupe et permettre à ces gens de s'identifier à un groupe de personnes vaccinées. Diapositive suivante. C'est le cas, par exemple, pour les jeunes. On a longtemps craint que les jeunes se distinguent un petit peu négativement sur le flanc de la vaccination. Il semble que ce soit fort heureusement loin d'être le cas. En tout cas, vous voyez ici, au fil du temps, de décembre à mai, l'évolution des personnes en matière de vaccination, de l'hésitation vaccinale en rouge à l'acceptation vaccinale en bleu. Vous voyez que les chiffres sont apparemment assez constants sur le graphique de gauche, mais le graphique central montre que quand on tient compte de la population globale, j'insiste, ce sont les 18-35 ans ici, on a un nombre tout à fait appréciable de personnes qui souhaitent se faire vacciner, en plus des personnes qui le sont déjà. Et on a une minorité de personnes qui résistent ou qui hésitent, somme toute, à la vaccination. Vous voyez sur l'extrême droite de votre graphique, une représentation du mois de juin, tout début du mois de juin, vous avez les 18-25 ans qui sont seulement à hauteur de 8% hésitants face à la vaccination, ce qui est tout à fait encourageant. Et c'est, comme Madame la Ministre l'a indiqué, c'est peut-être un peu plus du côté des 26-35 ans qu'on a une certaine résistance. On y explique notamment ce fait par la présence de jeunes femmes en âge de procréer qui hésitent un tout petit peu plus par rapport aux effets secondaires. Slide suivante. Nous avons voulu montrer comment les normes peuvent jouer et l'information donnée à la population peut jouer au fil du temps. Nous avons collecté des informations auprès des mêmes personnes pendant 3 vagues entre décembre, mars et juin 2021. Et au total, je ne vais pas rentrer dans les précisions, mais ici, nous avons plus de 4300 personnes qui ont pris part aux 3 moments de mesure. Et slide suivante, c'est tout à fait intéressant de voir à quel point les personnes que vous retrouvez en décembre, janvier, à votre gauche, qui sont ici les 4300 et quelques personnes réparties entre les personnes qui refusent sans hésiter au nombre de 305 à celles qui acceptent sans hésiter au nombre de 2590. À ce moment-là, il y avait très peu de personnes vaccinées, évidemment, au mois de janvier. Eh bien, vous voyez qu'au fil du temps, au mois de juin, finalement, parmi les personnes qui acceptaient sans hésiter, 92% de ces personnes sont aujourd'hui effectivement vaccinées, avec très peu de personnes, quasiment zéro d'ailleurs, qui ont la moindre hésitation.
Parmi les personnes qui hésitent, 85% sont aujourd'hui vaccinées, ce qui est tout à fait encourageant. Et même parmi les personnes qui refusaient sans la moindre hésitation la vaccination, il y a aujourd'hui 43% de ces personnes qui sont déjà vaccinées. Alors la lecture de ce tableau nous incite à penser qu'il faut vraiment, d'une certaine manière, et c'est un paradoxe quelque part parce qu'on a une certaine urgence, mais donner du temps au temps. C'est-à-dire qu'il faut expliquer, réexpliquer, dialoguer, informer, et de nouveau, le personnel soignant de première ligne est tout à fait capital à cet égard. Slide suivante. Voilà comment nous avons perçu auprès de nos répondants toute une série de stratégies qui sont généralement mises en place ou qui peuvent venir à l'esprit comme permettant de faire changer d'avis des personnes qui hésitent à se faire vacciner. Nous avons 3 groupes ici de personnes, celles qui hésitent de manière certaine, celles qui hésitent tout simplement, et alors les personnes convaincues. Et nous leur avons demandé, ces personnes convaincues, je le note au passage, concerne à la fois les convaincus de la vaccination et les personnes déjà vaccinées. Et ce que ce graphique nous montre, c'est qu'il y a vraiment un fossé entre les groupes de personnes déjà vaccinées et convaincues quant aux stratégies à suivre par rapport à ce que pensent les personnes qui sont encore hésitantes. Et c'est particulièrement important de bien prendre la mesure que quand on est vacciné, on a un peu de mal à se mettre dans la peau des gens qui sont hésitantes, et il faut le faire parce que c'est comme ça qu'on parviendra à amener ces personnes vers la vaccination. Quand on demande aux gens, est-ce que la patience et l'information sont les clés, vous voyez que c'est crucial pour les réfractaires et les hésitants. Ça l'est moins pour les personnes qui sont convaincues. Quand on dit au contraire qu'on va culpabiliser les personnes qui n'ont pas encore fait le pas de la vaccination en disant ben, la crise traîne parce que vous n'avancez pas dans votre décision de vous faire vacciner, quand on dit qu'on va accorder des privilèges aux personnes vaccinées, ou quand on dit même qu'on va obliger les personnes à être vaccinées, vous voyez qu'il y a une discordance très nette entre les personnes convaincues d'un côté et celles qui hésitent encore. Et nous pensons que c'est très important d'être conscient de cet écart pour ne pas tomber dans le piège de ce qu'on pourrait appeler une espèce de réactance, une espèce de mouvement de rejet du côté des hésitants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas viser la vaccination, mais il faut être conscient des écueils qui sont sur le chemin. Slide suivante. Nous avons fait une expérience pour essayer de bien voir comment les choses pouvaient se produire dans la tête des personnes qui hésitent aujourd'hui encore à se faire vacciner. Nous avons demandé à 15 000 répondants d'imaginer un scénario. Parmi ces répondants, il y avait de nouveau des réfractaires, des hésitants et des convaincus, en ce compris des vaccinés. Et nous leur avons demandé d'imaginer un scénario d'une conversation entre une personne, un infirmier, une infirmière, donc à nouveau quelqu'un du personnel soignant de première ligne, et cette conversation entre cette personne est soit eux-mêmes pour les réfractaires et les hésitants, soit un hésitant quand il s'agissait des convaincus et des personnes déjà vaccinées. Et nous avons présenté 6 types de scénarios dans lequel soit un certain nombre d'incitants externes étaient mis en avant, alors par rapport à un groupe contrôle où on n'a pas mis en avant d'incitants externes, dans un autre groupe on a simplement mentionné que la vaccination était au fond équivalente pour faire toute une série de choses comme se déplacer à l'étranger, à l'obtention d'un certificat Covid, un test PCR négatif ou un test montrant l'infection antérieure surmontée. Dans une dernière condition, on a imaginé un scénario qui s'applique dans un certain nombre de pays, qui est qu'on peut donner une certaine somme d'argent en échange de la vaccination. Et nous avons présenté ces scénarios de 2 manières, dans 2 styles de communication, c'est-à-dire que nous avons imaginé que l'infirmier s'adressait à la personne, soit en soutenant l'autonomie de la personne, en insistant sur le choix et la liberté de choix de la personne, ou en se montrant nettement plus contrôlant. Et pour bien vous donner la mesure de ces scénarios, je vous propose de les lire rapidement avec moi. Le scénario contrôlant, slide suivante, nous dit la chose suivante. En fait, compte tenu des doutes que vous avez, il est de mon devoir d'engager une conversation avec vous sur la vaccination pour vous convaincre que c'est la bonne chose à faire. Le gouvernement a souligné que nous devons atteindre une couverture vaccinale de 85, voire 90% pour obtenir une immunité collective. Nous aurons donc besoin de personnes comme vous qui sont encore hésitantes aujourd'hui. Si vous ne changez pas d'avis, nous risquons de devoir attendre encore longtemps avant de retrouver une vie normale. C'est l'aspect culpabilisation ici.
Je suis sûr que vous avez déjà collecté des informations. C'est maintenant le moment de poser vos questions afin que je puisse donner une réponse scientifique si vos inquiétudes sont irrationnelles. Il n'y a pas du tout de raison de s'inquiéter parce que la vaccination vous apportera de nombreux avantages pour votre santé. Vous devriez pouvoir vraiment vous faire vacciner. Bien que la protection contre une contamination de futur ne soit pas de 100%, c'est un grand pas en avant, tant pour vous que pour vos proches. Si vous êtes toujours infecté, le risque que vous tombiez vraiment malade est très faible. Je tiens donc à insister pour que vous surmontiez vos doutes. Après tout, si nous refusons tous le vaccin, nous n'avancerons pas dans cette crise. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la poser ou à m'appeler, mais j'espère vraiment que vous prendrez la bonne décision. On a ici tout un ensemble de choses qui ne sont pas venues de nulle part. Elles ont été enregistrées et collectées auprès de toute une série de conversations qu'on a pu prendre et mesurer de la part de certaines personnes qui s'adressent à des hésitants. À l'opposé, une communication qui souligne l'autonomie, slide suivante, prend une toute autre tournure. Alors, je lis, je ne sais pas si vous avez envie de parler de la vaccination, mais je me demandais ce que vous pensez de cette campagne. Certaines personnes sont impatientes de se faire vacciner, d'autres sont dans le doute. Je pense que chacun a le droit d'être critique et de décider librement d'attendre plus longtemps ou de refuser. Il est important que vous suiviez votre rythme pour prendre une décision en connaissance de cause. Je suis heureux de répondre aux questions, préoccupations que vous avez à ce stade. Peut-être avez-vous déjà recueilli vous-même certaines informations. Envisagez-vous de le faire dans les semaines à venir pour vous faire une opinion. Vous le savez probablement, mais la vaccination présente de nombreux avantages pour la santé. L'idée ici est la même que dans l'autre paragraphe sur le risque de contamination. On termine en disant, c'est à vous de décider si vous voulez vous faire vacciner ou non. J'ai vu beaucoup de personnes qui veulent plus de temps pour se décider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ou à m'appeler. Je suis là pour vous aider à prendre la bonne décision qui vous convient le mieux. Eh bien, les résultats slide suivante sont tout à fait éloquents. Vous voyez en fait sur différentes mesures, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sur évidemment l'autonomie perçue, sur l'effectivité, l'efficacité de ce type de conversation, sur le fait que les gens ayant entendu cette conversation pensent finalement aux avantages, aux inconvénients de se faire vacciner, bref, envisagent la vaccination et finalement ont l'intention de se faire vacciner. Le discours plutôt soutenant l'autonomie est partout, à tous égards, meilleur que l'autre approche. Et de la même façon, ce qui est notable, c'est que dans tous les cas de figure, le recours à une récompense s'avère nettement moins productif que dans les autres cas de figure. Je vais terminer par une dernière diapositive dans laquelle je vais un peu reprendre des éléments de tout ce que je viens de vous dire, en insistant sur le fait que l'hésitation vaccinale est très importante encore chez certaines personnes, mais qu'il ne faut pas la confondre avec l'antivaccinalisme. C'est véritablement quelque chose de différent. L'hésitation vaccinale se caractérise certes par un refus de se faire vacciner ou un retard dans la vaccination, mais ce n'est pas un état immuable. Les gens peuvent changer au fil du temps. Ils peuvent d'ailleurs hésiter pour un vaccin et pas pour d'autres. Et donc, il faut vraiment prendre la mesure de ces 3 C, hein, complaisance, confort et confiance, et les divers biais cognitifs et les questions identitaires qui sont attachées. Madame la ministre soulignait l'importance d'un certain nombre de poches dans lesquelles, soit pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, pour des raisons qui sont liées à des engagements idéologiques, il y a une réticence. Il faut pouvoir en tenir compte pour pouvoir s'adresser dans le dialogue avec ces personnes sur la question de la vaccination. Et les règles de communication sont au fond très importantes à cet égard. Elles concernent avant tout l'idée du dialogue et de la compréhension. Et pourquoi nous insistons là-dessus? C'est parce que très souvent, les personnes qui cherchent à convaincre d'autres personnes de se faire vacciner croient bien entendu tout à fait bien faire, mais peuvent en réalité provoquer des réactions de rejet qui ralentissent la vitesse de vaccination. Il faut créer un terrain commun, engager le dialogue, c'est-à-dire commencer par dire qu'on est tout à fait en mesure de comprendre le point de vue, que ce n'est pas quelque chose qui détonne par rapport à une situation, que c'est normal de se poser des questions. Il faut tabler sur l'étiquetage. Et qu'est-ce que ça veut dire l'étiquetage? C'est-à-dire qu'on met en avant les qualités de la personne qui montrent qu'on a des égards pour la personne et que la personne fait quelque chose qui est positif au fond. Vous êtes le genre de personne qui est soucieux de votre santé, du bien-être de vos proches, et je comprends que vous posiez des questions. C'est normal, c'est une démarche légitime. Il faut mettre en exergue les normes sociales
rappeler que, en tant que médecin, en tant que pharmacien, la majorité de mes patients, de mes clients dans l'officine sont des personnes que je connais bien, elles sont vaccinées, tout a l'air de bien se passer. Madame X, d'ailleurs, qui a votre âge, se porte tout à fait bien. Au sein de la maison de repos et de soins, tout le monde est vacciné pratiquement et ça se passe très très bien. Donc cette norme sociale peut être mise en avant et travailler avant tout sur la question de l'autonomie. Au fond, c'est un paradoxe, mais donner davantage de temps, entendre les hésitations des personnes, permet de surmonter très souvent des réticences qui sont de nature à freiner la campagne de vaccination. Et donc, je voudrais terminer vraiment par cette notion de volonté de combler le fossé entre les hésitants. Et je suis heureux de voir à quel point la région wallonne entame toute une série de démarches pour à la fois mobiliser dans les villes et dans les campagnes les différentes personnes afin d'atteindre ces hésitants vaccinaux pour toute une série de raisons qui restent encore en dehors du spectre de la vaccination. Voilà, je voudrais terminer par ceci, vous remercier et être à disposition pour les questions. Merci beaucoup. Je propose, il y a déjà dans le chat une série. Ah, il y a quelqu'un qui a mis écho. Quelqu'un qui a mis sa caméra. Oui, merci. Ça fait écho. Donc, on a déjà une série de questions dans le chat et on a aussi collecté un certain nombre de questions qui avaient été déposées auparavant. Donc, je propose peut-être qu'en alternance, vous répondiez d'abord au chat dans l'ordre que vous voulez. Jean-Michel, tu démarres? Oui, en fait, il y avait déjà une question à ce sujet-là, des patients qui ont déjà eu le Covid dans le chat actuel de Johan Sombon. Donc, comme la question vient souvent, pourquoi maintenir le schéma vaccinal à 2 doses pour les patients qui ont des anticorps depuis longtemps? Donc là, je vous invite à regarder, il y a eu 2 informations en fait complémentaires. Il y a le Conseil supérieur de la santé qui s'est prononcé au mois de juin à ce sujet-là, d'une part, sur la nécessité d'administrer 1 ou 2 doses. Alors ici, premièrement, on parle de vaccin à ARN messager. On ne parle pas de vaccin adénovirus, puisque c'est là où on a des informations chez des personnes qui ont déjà fait le Covid. Et le deuxième, c'est que la CIM Santé publique, et donc là, je laisserai peut-être la parole à la ministre, s'est également prononcée sur une espèce d'harmonisation, notamment du nombre de jours où on a eu une PCR positive pour avoir une vaccination complète si on n'a eu qu'une dose. Et donc, si vous allez à la slide suivante, donc, en fait, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important, c'est que c'est vrai que l'immunité naturelle peut perdurer pendant plus de 6 mois. Et je vous l'ai dit, on a constaté que l'immunité naturelle permet également de prévenir l'infection lorsqu'on a des variants, y compris des variants alpha et des variants delta, et qu'elle va durer au moins 6 mois. Et donc, c'est important. Par contre, l'immunité vaccinale maintenant chez les sujets naïfs, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été affectés, induit aussi une protection, ne fût-ce que partielle, vis-à-vis donc de ces fameux variants. Et on a constaté que l'immunité induite par le vaccin chez une personne qui a été préaffectée est supérieure ou égale à celle d'une vaccination complète chez un sujet qui n'a pas déjà été affecté par le passé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dit autrement, que si vous avez été affecté par le passé par le SARS-CoV-2, par le Covid, ben, vous avez de fortes chances, avec une seule dose d'un vaccin ARN, d'avoir une immunité aussi efficace que si vous n'avez pas été vous n'avez pas eu la maladie et vous avez 2 doses de vaccin ARN. Et donc, c'est ce qui amène certains pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, ne proposer qu'une seule dose de vaccin ARN si on a démontré par le passé que vous avez eu le virus ou la maladie. Alors, la difficulté, c'est que ça, ce sont toutes des informations qui viennent la plupart d'études de petite taille et qui ne garantissent pas que ces données soient efficaces contre les variants actuels ou les variants à venir. Je pense notamment aux variants Delta. Ça a été fait pour d'autres variants et donc là aussi, on accumule des données. Donc, si vous allez à la slide suivante. C'est ça que ce qui a été proposé par le Conseil supérieur de la santé, en ligne avec les autorités réglementaires, c'est de recommander de façon générale de maintenir un schéma complet de vaccination pour toute la population, que vous ayez fait le Covid par le passé ou pas. Je vous rappelle que si on devait se baser sur la sérologie, qui n'est pas un bon indicateur de l'efficacité ou pas de la maladie préalable ou du vaccin, ça aurait également tant un coût qu'une implication non négligeable. Ça veut dire si tout le monde devait faire une sérologie avant d'être vacciné, d'un point de vue organisationnel, ce ne serait pas évident. Et par ailleurs, cette vaccination peut être effectuée 14 jours si on a été malade
après le rétablissement complet, ou bien 14 jours si on a une PCR positive et qu'on n'a pas de symptômes. Donc ça, c'est la recommandation aujourd'hui de la vaccination. Et le slide suivant, c'est que néanmoins, et c'est important, c'est que si on a déjà été affecté par le virus, et c'est là la conférence interministérielle qui ne se retrouve pas dans le Conseil supérieur de la santé, si on a déjà été affecté par le virus qui se traduit par une PCR positive, donc ça c'est important, pas par une sérologie positive, par une PCR positive au cours des 180 derniers jours, une dose suffit pour être considérée comme une vaccination complète. Donc c'est important pour le certificat Covid-19. Et donc une seule dose de vaccin ARN peut permettre cette vaccination complète dans le cadre du certificat Covid si dans les 180 derniers jours on a eu une PCR positive, ou on recommande néanmoins une vaccination à 2 doses. Les données que je vous ai données avec le vaccin AstraZeneca et Pfizer à 2 doses sur les hospitalisations sur le variant Delta, c'est une vaccination complète. Voilà, donc j'aurais bien répondu à la question, mais comme Jean-Michel l'a fait, je ne sais pas. Je peux juste vous dire que sur l'application Covid Safe, qui est facilement et très intuitivement téléchargeable, on voit du coup 3 types de certificats, le certificat de vaccination, le certificat test et le certificat de rétablissement. Et c'est là-bas que les gens ont fait un test PCR positif, qu'ils peuvent montrer que dans les 180 jours, une seule dose les assimile à un schéma complet de vaccination. En tout cas, il n'y a pas besoin de faire un test PCR si ils voyagent au sein de l'Union européenne dans les règles qui ont été fixées à partir du 1er juillet. Peut-être, Madame la Ministre, il y a une question aussi pour vous. Pourquoi l'AstraZeneca? Pour l'AstraZeneca, pourquoi ne pas réduire le délai entre la dose encore davantage que 8 semaines, puisque le délai est valable de 4 à 12 semaines, ou bien... C'est en partie scientifique. Donc, c'est vrai que sur la notice d'utilisation, c'est entre 4 et 12 semaines. À la base, il avait été recommandé de le faire entre 8 et 12 semaines. Et en sachant qu'on avait un nombre de vaccins qui était relativement réduit, on avait choisi la plage de 12 semaines qui avait d'ailleurs été recommandée par le Conseil supérieur de la santé ou la Task Force Vaccination. Donc, on a choisi ce schéma-là. Par la suite, notamment à l'approche des vacances, on s'est rendu compte que pour pouvoir continuer à pouvoir vacciner des personnes avec ce type de vaccin, il était nécessaire de réduire les doses. Sinon, les gens préféraient un vaccin ARN ou bien, du coup, ça compromettait leurs vacances ou du coup la vaccination. Et donc, on a proposé de le faire à 8 semaines. En deçà, c'est autorisé, mais pas totalement recommandé. En tout cas, on n'a pas eu de recommandation de le faire en deçà de 8 semaines, même si ça pourrait être utilisé, sauf erreur de ma part, du point de vue scientifique. Donc, ce que nous faisons à partir de la semaine prochaine, fin de semaine, on espère que ça pourra être opérationnel. Les personnes qui avaient pris rendez-vous dans un délai de 12 semaines pour la deuxième dose pourront se réinscrire via le site de Me Vaccine pour pouvoir obtenir un raccourcissement de 4 semaines. Mais peut-être une information plus scientifique pour compléter la question. Je peux compléter, si vous voulez, 2 points. Donc, ils peuvent se réinscrire, mais ils doivent d'abord annuler leur rendez-vous pour la deuxième dose. Donc, ils annulent et puis se réinscrivent. Les centres, entre-temps, auront ouvert des places. Et puis, pour les 4 semaines, c'est autorisé, mais les études scientifiques montrent qu'on est moins efficace à 4 semaines qu'à 8 ou à 9. Mais là, Jean-Michel peut peut-être... Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des données dont je vous ai parlé, notamment sur le variant Delta, viennent d'Angleterre, et le schéma de vaccination avec le vaccin AstraZeneca, le vaccin Pfizer et Moderna était le même, c'était 8 à 12 semaines pour la deuxième dose, donc quelque part en off-label use. Et donc, oui, au niveau de l'Agence européenne du médicament également, on a constaté que la deuxième dose la plus efficace nécessitait d'être administrée à un délai un peu plus long. C'est pour ça qu'on a proposé 8 à 12 semaines, ce qui par ailleurs était particulièrement intéressant, notamment au début, puisque ça permettait de conserver des deuxièmes doses plus longtemps et de vacciner plus de personnes avec des premières doses. Maintenant, comme pour vacciner à 8 semaines, il faut avoir la certitude d'avoir des doses pour vacciner l'ensemble des personnes. C'est ça qu'il y a eu la réponse apparemment aujourd'hui, que l'approvisionnement des doses du vaccin AstraZeneca permettait de raccourcir le délai, puisqu'on anticipait les doses dans les semaines à venir. Et donc, si on voulait maintenant vacciner à 4 semaines, tout simplement, ça poserait problème parce qu'on n'a pas de dose pour vacciner tout le monde à 4 semaines, mais scientifiquement, ça n'a pas d'intérêt non plus de le faire. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres
d'autres questions? Oui, voilà. Vous enchaînez avec cette question-là sur les patients de moins de 41 ans qui veulent recevoir le vaccin AstraZeneca ou Janssen parce qu'ils ne veulent pas d'un vaccin ARN. C'est pour moi? Ah, ben, Toi, le plus calé, en tout cas. Donc, que répondre à des patients de moins de 41 ans qui peuvent recevoir le vaccin, car ils se méfient des vaccins ARN messagers? Qu'il ferait mieux de se méfier des vaccins adénovirus chez les moins de 41 ans, puisque c'est là où la balance bénéfice-risque est la plus questionnable en raison d'un risque non négligeable. Après une première dose d'un vaccin AstraZeneca, d'un cas sur 100 000 de thrombose avec thrombocytopénie. Après la deuxième dose, le risque est beaucoup plus faible avec le vaccin AstraZeneca. C'est 10 fois plus faible, c'est 1 cas par million. Et donc, il y a des raisons pour lesquelles la région wallonne qui a soutenu le Conseil supérieur de la santé, la décision recommande l'utilisation du vaccin AstraZeneca et du vaccin Janssen chez les plus de 40 ans. L'ensemble des entités fédérées ont recommandé AstraZeneca chez les plus de 40 ans, donc à partir de 41 ans. Certains autres pays, comme la France, ont limité à 55 ans, l'Allemagne 60 ans, les pays nordiques 65 ans, où on utilise moins AstraZeneca. Donc, je pense que la balance bénéfice-risque est en faveur des vaccins ARN messagers chez les moins de 41 ans. C'est aussi simple que ça. Si on compare par rapport aux vaccins adénovirus, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément négative avec les vaccins adénovirus chez les moins de 41 ans. Ça veut dire qu'on prend un risque qu'on estime pas suffisamment faible par rapport aux bénéfices de la vaccination. Et donc, si des personnes étaient vaccinées à moins de 41 ans par le passé ou à venir, avec le vaccin Janssen et AstraZeneca, c'est pas pour ça qu'ils vont faire une thrombose, loin de là, le risque est le même, 1 à 2 cas pour 100 000, mais les bénéfices de la vaccination sont certainement plus en faveur d'un vaccin ARN messager par rapport au risque qui n'existe pas avec le vaccin ARN messager, thrombose avec thrombocytopénie. Très bien, donc on ne prend pas de risque et c'est vrai que d'autres régions ont décidé de travailler autrement sur Bruxelles et en Flandre avec des particularités qui leur sont propres. La Flandre a vacciné massivement les personnes les plus âgées, donc arrivées dans la tranche d'âge des moins de 41 ans. Et donc, si elle n'avait pas accès au vaccin Johnson & Johnson, elle aurait quelque part perdu une partie des doses. Donc, a souhaité plutôt faire une dérogation et a fait le choix de déroger à l'avis du Conseil supérieur de la santé. Et Bruxelles considérant probablement que pour compléter le problème d'adhérence ou d'adhésion à la vaccination, peut-être qu'une seule dose pour certains était une manière de compenser et franchissait peut-être les portes d'un centre de vaccination. En tout cas, ce qui apparaît chez nous, c'est que, quoi qu'il en soit, les vaccins adénovirus ont moins de succès que les vaccins ARN messagers et donc on va de toute façon pas prendre de risques. On a suffisamment de vaccins qui ont des caractéristiques qui permettent de vacciner les tranches les plus jeunes et qui ont un taux d'efficacité quand même très élevé. Donc, on a tout intérêt à utiliser les produits qui conviennent le mieux aux différentes populations puisqu'on a le luxe de pouvoir se le permettre. Alors, question 3, comment convaincre une personne jeune et qui n'a aucun facteur de risque de développer une forme grave du Covid, de réaliser la deuxième dose de vaccin AstraZeneca compte tenu du risque d'effets secondaires rares mais graves? D'autant plus qu'il existe des alternatives, que des pays voisins ont décidé de ne plus administrer ce vaccin et que son entourage a pu bénéficier d'un vaccin ARN messager. Donc, il y a deux problèmes variables. Ceux qui ont été en première dose avec un vaccin AstraZeneca qui disent en France et en Allemagne, on utilise en deuxième dose un vaccin ARN. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en Belgique? On a aussi expliqué que c'est pas dans la notice d'utilisation et que, mais je vais peut-être laisser Jean-Michel expliquer, qu'une deuxième dose AstraZeneca, dans les faits, on a aussi moins de faits qui ont été rares, qui ont été relevés, et la raison pour laquelle on ne sort pas du schéma de vaccination qui est proposé par les firmes. Oui, donc en fait, j'ai été reprendre les chiffres en Angleterre où on a le plus de données de balance bénéfice-risque et de thrombose avec thrombocytopénie. Et à titre d'information, effectivement, avec la première dose d'AstraZeneca, le risque est d'à peu près 1 cas pour 100 000 de thrombose avec thrombocytopénie, 1,46 exactement pour 100 000. Il y a eu 389 cas sur 24,5 millions de doses. Par contre, pour les deuxièmes doses, là, le nombre de cas de thrombose avec thrombocytopénie est très très faible, malgré qu'on a utilisé maintenant chez plus de 20 millions d'individus en Angleterre la seconde dose d'AstraZeneca.
Et donc, si on devait transposer le même risque, on aurait aussi certainement de l'ordre de 350 cas. Et en fait, on a moins de 30 cas. Donc, ça veut dire que le risque est d'1 cas par million pour la seconde dose. Donc, c'est un risque excessivement faible qui correspond en fait à un risque de base de développer avec une thrombose avec thrombocytopénie. Donc, ça, c'est important. On n'a plus de disproportion de risque après la deuxième dose aussi significatif qu'on a après la première dose. C'est des chiffres qui peuvent évoluer, mais aujourd'hui, on commence à avoir du recul beaucoup plus important sur cette seconde dose. Parfait. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voulait apporter un complément à cette réponse-là ou à cette question-là. Non? Question 4. Sachant qu'un test PCR négatif est nécessaire pour entrer dans la plupart des pays. Une vaccination sert de visa de sortie 2 semaines après la dernière injection et qu'un test PCR positif permet la sortie du pays après 14 jours et pendant 6 mois, qu'en est-il d'un test sérologique? Je crains que ce soit aussi pour toi, Jean-Michel. J'espère que la réponse sera plus courte que la question. C'est que en gros, la sérologie n'est pas retenue aujourd'hui comme marqueur d'une infection préalable et notamment d'une efficacité de l'infection préalable. Et donc, c'est la raison pour laquelle la PCR a été retenue de façon plus systématique, qui est beaucoup plus sensible et spécifique que suivant le type de sérologie que vous allez faire, vous pouvez avoir beaucoup plus, entre guillemets, de faux positifs, de faux négatifs, et ce n'est pas un bon corrélat de protection également. Donc, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été retenu aujourd'hui en tant que tel. Je te confirme que la réponse est plus longue que la question, mais néanmoins claire. Question 5. Que faire si une personne ayant développé un problème vasculaire suite à la première dose d'AstraZeneca souhaite recevoir un vaccin de type mRNA? Le mix matching, comme on l'appelle là. Oui, donc. Pas tout à fait. C'est si on a un problème, si on a eu un problème après la première dose. Donc, c'est quand même une différence de taille. Ce n'est pas une simple envie d'avoir un deuxième vaccin, de ne pas avoir un deuxième vaccin AstraZeneca, c'est on a eu un problème vasculaire à la première dose. Est-ce que je peux avoir un autre vaccin, le cas échéant, en deuxième dose? Donc, ce qu'on sait, c'est que le mix matching, aujourd'hui, donne des résultats en termes d'immunologie assez significatifs. Ça veut dire une deuxième dose d'un vaccin ARN sur un vaccin AstraZeneca donne une immunité qui est égale, voire supérieure à 2 doses du vaccin AstraZeneca, par exemple. Mais ça, c'est sur des données immunologiques. Par contre, sur les données cliniques d'efficacité de 2 doses de vaccin sur le variant Delta, on voit bien que c'est 2 doses de vaccin adénovirus AstraZeneca ou 2 doses de vaccin ARN qui donnent la meilleure efficacité clinique. Donc, il est important de rester dans un schéma de 2 doses du même vaccin au jour d'aujourd'hui, notamment là où on a des données cliniques d'efficacité. Si néanmoins, pour des raisons d'effets indésirables graves ou importants, on sait qu'après une première dose d'un vaccin comme le vaccin AstraZeneca, celui qui va développer une réaction, par exemple, de type thrombose avec thrombocytopénie, est contre-indiqué pour une deuxième dose. Celui qui va développer une réaction ou qui a eu des antécédents d'une maladie qu'on appelle un syndrome de fuite capillaire aura éventuellement un autre vaccin également. Et enfin, troisièmement, celui qui va développer une forme de réaction allergique grave de type anaphylactique après une première dose pourra avoir une deuxième dose, ou en tout cas une dose à vaccin ARN. Ça a été étendu, bien évidemment, à tous ceux qui vont développer des réactions très graves après une première dose d'AstraZeneca. Alors, on précise très grave, parce qu'on sait que la première dose d'AstraZeneca entraîne plus d'effets indésirables que la deuxième dose, à la différence des vaccins ARN messagers, notamment chez les plus jeunes. Et donc là, il est possible d'avoir une deuxième dose d'un vaccin ARN, mais aujourd'hui, je me suis encore renseigné pas plus tard qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore considéré, on est en train de regarder les possibilités, comme un schéma de vaccination complet dans le cadre du pass vaccinal. Alors ça, est-ce que ça va être résolu dans les délais courts? Normalement, oui, mais la task force avait identifié ces cas majeurs de personnes qui ne pouvaient pas avoir de deuxième dose d'un vaccin adénovirus, qui aura un vaccin ARN, mais au niveau organisationnel pour le passeport vaccinal, ce n'est pas encore finalisé en termes de schéma complet de vaccination. Alors, tant qu'on est dans les schémas complets, certains évoquent dans le chat le fait qu'après une dose de vaccin Pfizer, ils demandent si l'efficacité est bien de 90%, et si oui, après combien de temps.
Et donc, après une dose de vaccin, oui, on a une protection de plus de 90% contre le variant Delta, c'est la question. Après combien de temps? Donc, en fait, de nouveau, ce sont des données qui viennent d'Angleterre, ce sont des données qui, c'est généralement après 5 semaines. Les analyses sont généralement faites après 5 semaines. Et d'ailleurs, contre le variant alpha, on voit aussi que sur les hospitalisations, après 5 semaines, on voit une efficacité après une première dose. Ce qu'il y a, c'est qu'avant 2 semaines, c'est d'ailleurs quand on fait une sérologie, on a une sérologie qui est souvent négative avant 2 semaines après une première dose, on a une efficacité qui est généralement beaucoup plus limitée, inférieure à 50%. Avec AstraZeneca, avec une première dose sur les hospitalisations, on a déjà des efficacités très significatives après 3 semaines. Et donc, après une première dose, on peut estimer de façon générale, quel que soit le vaccin, que 2 semaines après une première dose, on a au moins 50% d'efficacité sur les hospitalisations, et ça augmente de façon très significative avec le temps. Donc, les 90%, c'est après 5 semaines minimum. Et la deuxième dose, c'est quand on mentionne l'efficacité, c'est souvent... Avec le vaccin Pfizer, c'est un peu technique, 1 semaine après la deuxième dose. Avec le vaccin AstraZeneca, c'était 2 semaines après la deuxième dose. Mais généralement, on compte 2 semaines après une deuxième dose d'un schéma complet à 2 doses, Moderna, Pfizer ou AstraZeneca. C'est ce qui est dans le passeport vaccinal, par ailleurs. Alors, la vaccination, justement, ça a été évoqué par M. Isorbic plusieurs fois, le fait que les femmes qui sont en désir de grossesse se posent des questions en lien avec la fertilité. Est-ce que le vaccin a une influence justement sur la fertilité? Et pour celles qui sont enceintes, à quel stade est-ce qu'il faut les vacciner? Elles sont considérées comme prioritaires à la vaccination. Pourquoi et comment procéder? Donc là, on a évolué très fort au niveau du Conseil supérieur de la santé sur les données, puisqu'au départ, on n'avait pas de données avec les vaccins ARN, donc on avait initialement limité l'utilisation des vaccins ARN chez les femmes enceintes. Et on retardait d'ailleurs la vaccination, le fait de tomber enceinte au moins après 1 mois après vaccination pour proposer de tomber enceinte. Ensuite, on a eu des données qui sont accumulées sur 2 choses. D'une part, les risques lorsqu'on est enceinte, tant pour la femme enceinte que donc la femme gravide que l'enfant, donc le fœtus, de développer des formes malheureusement sévères. On a constaté que les femmes enceintes et le fœtus pouvaient, lorsqu'on avait une exposition au virus, au SARS-CoV-2, souffrir de la maladie avec un risque éventuellement plus élevé. Non seulement parce que des facteurs de risque étaient plus élevés, notamment on sait qu'on va augmenter le risque de diabète et le risque de surpoids chez les femmes enceintes, bien évidemment, mais également chez le fœtus et enfin des accouchements prématurés. Les données non cliniques sur l'animal et les données de suivi ont montré que les vaccins ARN étaient particulièrement efficaces et passaient également, entraînaient une production d'anticorps qui pouvait protéger le fœtus. C'est le cas également dans le lait maternel. Et donc, il y a eu des recommandations adaptées récemment du Conseil supérieur de la santé où toutes les femmes enceintes devraient être vaccinées, et c'est à tel point vrai qu'on les a proposées en priorité, et ce par rapport aux femmes non enceintes en raison de ce risque accru de Covid sévère pour la mère et pour ces fameux accouchements prématurés. Et si vous allez à la slide, alors pourquoi est-ce que c'est un vaccin ARN? Parce que comme on limite les vaccins adénovirus au moins de 41 ans, on a plus de chances de tomber enceinte quand on a moins de 41 ans, quand on a plus de 41 ans. C'est la raison pour laquelle c'est des recommandations, surtout pour les vaccins ARN messagers, sachant, comme vous le savez comme moi, même si ce n'est pas un facteur de risque, que la grossesse augmente le risque de thromboembolie veineuse, et donc il est recommandé de ne pas utiliser chez les moins de 41 ans un vaccin adénovirus, et a fortiori chez une femme enceinte. Et si vous allez aux slides suivantes, vous avez également les femmes en âge de procréer et souhaitant être enceintes. Là, il n'y a aucune objection à la vaccination systématisée des femmes en âge de procréer et souhaitant être enceintes. Il n'y a plus de délai entre la vaccination. Et par ailleurs, dans le cadre des PMA, donc on a également, ce n'est pas une contre-indication à la vaccination, à l'administration du vaccin. Et par rapport à l'administration du vaccin chez les femmes enceintes, il n'y a pas de contre-indication ou de limitation, quel que soit le trimestre de la grossesse, premier, deuxième ou troisième trimestre. Et le dernier slide, c'est en ce qui concerne donc les femmes allaitantes peuvent être vaccinées. Et là, on a constaté effectivement qu'il n'y avait aucun risque avec le vaccin sur l'allaitement, et à l'inverse, on sait que des anticorps sont produits et peuvent être fournis via le lait maternel auprès de l'enfant. Donc, c'est absolument recommandé. Ce sont des recommandations nationales, ce sont des recommandations de l'OMS et ce sont des recommandations de la plupart des pays, voire la totalité des pays qui utilisent les vaccins ARN.
Et c'est vraiment des questions qui reviennent très régulièrement. Alors, il y a des questions qui sont posées sur la 3e dose. Est-ce qu'on doit donner une 3e dose? Est-ce que c'est sur la table? Est-ce que, le cas échéant, on donnera un médicament qui est identique aux 2 premières doses qui ont été injectées, ou bien d'un Johnson & Johnson si c'est un Johnson & Johnson? Peut-être. Mais donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a des études maintenant qui montrent chez les personnes immunodéprimées ou qui souffrent de formes de cancer qui répondent pas très bien au traitement, au vaccin, qu'une 3e dose aujourd'hui augmente de façon significative la réponse immunitaire. Et c'était connu, hein, les immunodéprimés, il y a des études en cours pour l'ensemble des vaccins où on montre qu'il faut certainement booster avec une 3e dose. Et donc, aujourd'hui, certains pays utilisent déjà une 3e dose chez des personnes qui répondent à ces critères. Par contre, la question de savoir est-ce qu'on va faire un booster, ça veut dire une 3e dose, je préfère appeler un booster parce que si on prend le vaccin Janssen, ce ne sera pas forcément une 3e dose. À partir d'un moment éventuellement clé, comme septembre, octobre, novembre, décembre, il n'y a pas de réponse scientifique aujourd'hui. Tout simplement parce que les données qu'on a avec les vaccins actuels montrent non seulement une efficacité qui perdure dans le temps, des réponses mémoire qui perdurent, et troisièmement, et c'est important, une efficacité contre les variants circulants, y compris le variant Delta. Et donc on ne va pas s'amuser à faire une dose au hasard alors qu'on a une réponse immunitaire qui est encore efficace, soit la cellulaire, soit de la réponse humorale. Donc il faudra des données supplémentaires que pour le proposer, à l'exception, je vous l'ai dit certainement, des populations les plus à risque, là où on a une immunosénescence, les patients immunodéprimés, les patients éventuellement cancéreux. Et donc il faudra des données supplémentaires, mais l'important c'est de se préparer. Se préparer, c'est comment? C'est en passant des commandes de vaccins et en maintenant la pression pour obtenir des vaccins et qu'ils soient disponibles à un moment voulu, puisqu'on peut très bien avoir un variant nouveau ou un variant Delta adapté qui va entraîner une moins bonne réponse à la vaccination, ou tout simplement on va nécessiter une 3e dose si on a une diminution de l'efficacité des vaccins dans le temps. Et donc, il est important de se préparer en identifiant les vaccins optimaux à commander pour les mois et les années à venir, un peu comme pour le vaccin contre la grippe. On ne s'y prend pas forcément le mois de la vaccination, on s'y prend 8 à 9 mois avant pour précommander ce genre de vaccin en s'assurant que ce soit des vaccins adaptés forcément. Alors, une question qui avait été posée au préalable, c'est en tant que personne allergique, j'ai des pathologies cardiaques et pulmonaires, est-ce que je peux me faire vacciner dans un hôpital sous surveillance? Et si ce n'est pas le cas, comment justifier un passeport vaccinal pour les personnes comme moi? Est-ce qu'on peut espérer la commercialisation qui soit moins allergisante? Mais moins allergisants, ils sont très peu allergisants. Hein. En fait, ça, il faut bien se rendre compte que quand vous injectez un produit extérieur chez des personnes, vous avez un risque de réaction allergique. Les risques de réaction allergique à la pénicilline sont de 1 sur 1000. Ici, on est de maximum 1 cas sur 100 000, voire 1 cas sur 1 million suivant les vaccins. Donc, le risque reste très faible. Deuxièmement, ce sont des réactions allergiques qui apparaissent souvent dans des délais courts et pour les plus sévères, qui amène un suivi justement des personnes d'au moins 15 minutes dans le centre de vaccination. Alors, penser qu'on va avoir un vaccin moins allergisant, ils ne sont pas allergisants. Le risque de réaction anaphylactique est quand même très faible au départ. Par contre, si des personnes ont des antécédents allergiques très graves, il y a la mise en place d'un système qui permet de contacter des centres pour se faire vacciner de façon spécifique, là où on a notamment des centres, je ne vais pas dire agréés, mais adaptés pour faire ce type de vaccination. Au niveau organisationnel, je ne sais pas vous en dire plus, mais c'est prévu pour être vacciné dans ces centres hospitaliers. Je peux rajouter un peu alors. Donc, il y a une liste de centres agréés qui est disponible sur le site. On ne t'entend pas très bien, Lambert. Bizarre. Donc, il y a une liste de centres agréés qui est disponible sur le site de la VIC, mais par ailleurs, la plupart des hôpitaux disposent d'un allergologue qui est prêt à vous vacciner. Et pour ce faire, il faut prendre rendez-vous avec lui. Lui se prend contact avec le centre de vaccination et se fait délivrer les doses qu'il faut pour vacciner en toute sécurité. Et ça se fait soit auprès de l'allergologue, soit au niveau des urgences en fonction des hôpitaux. Et donc, c'est une procédure qui fonctionne et qui est appliquée un peu partout. Il ne faut pas hésiter.
On n'a pas montré d'impact des vaccins sur la fertilité des garçons et des filles, parce que c'est dans le chat, y compris des garçons. On a encore ici des données récentes non cliniques qui montrent aucun impact sur la spermatogenèse et sur la gamétogenèse. Alors, sur les patients qui ont eu une infection Covid il y a moins de 6 mois, on y a en partie répondu, mais peut-être pas tout à fait. Je ne sais pas si on a été suffisamment clair pour dire qu'il vaut mieux avoir les deux vaccins, les 2 doses, mais si tu as répondu, Lambert, par écrit. Maintenant, l'Union européenne permet de pouvoir voyager sans test PCR si on a eu une seule dose et le Covid dans les moins de 180 jours. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera du coup pas efficace sur les variants. Là, la recommandation, c'est bien d'en faire 2. Les jeunes ne se vaccinent-ils pas pour avoir accès à des futurs événements plutôt que par conviction? Ça, c'est pour vous peut-être, Monsieur Iserbit. Les jeunes ne se vaccinent-ils pas pour avoir accès à des futurs événements, voyages, festivals, plutôt que par conviction? Oui, alors il y a effectivement toute une série de motivations qui prévalent dans le fait que des personnes peuvent se faire vacciner, et alors bien qu'on puisse insister sur le caractère bénéfique pour soi, bien entendu, mais aussi pour la collectivité, il ne faudrait pas tomber dans le travers qui consiste à dire que parce que les personnes trouvent un intérêt particulier et personnel à se faire vacciner, c'est une mauvaise idée. Donc effectivement, il y a plein de personnes qui se vaccinent pour des raisons qui sont très personnelles, qui sont peut-être aux yeux de certains futiles. La différence et la nuance que je mettrais, c'est que le fait que les personnes entament une démarche vers la vaccination pour ces raisons ne devrait pas nous faire penser que c'est en proposant des incitants de ce type-là qu'on va convaincre une majorité de personnes qui sont aujourd'hui hésitantes. Et donc, il ne faudrait pas tomber dans le travers qui consisterait à dire, eh bien, par exemple, je donne un exemple tout à fait imaginaire, mais on va limiter l'accès à des festivals à des personnes vaccinées, par exemple, de manière telle que, dans le raisonnement, il s'agirait de dire les personnes se feront dès lors plus volontiers vacciner parce qu'il y a une récompense à la clé ou un privilège à la clé. Donc, ça, ce serait réellement quelque chose qui conduirait à une réaction négative dans la population et en particulier dans les personnes qui hésitent aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, oui, si des personnes se font vacciner pour des raisons qui tiennent à ce type d'avantage, bien après tout, tant mieux, elles se font vacciner et c'est l'intérêt collectif qui est servi d'une certaine manière par cette démarche individuelle, mais il ne faudrait certainement pas recourir à ce genre de levier pour essayer de convaincre des personnes qui aujourd'hui hésitent encore. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est quand même liée aux vacances et donc le fait que des gens se font vacciner parfois simplement parce qu'ils n'ont plus envie de faire un test PCR par facilité. Et donc, quelque part, voilà, en termes de santé publique, c'est mieux qu'il en soit ainsi. Il est probable qu'à l'avenir, en tout cas pour les grands événements de masse, il y ait des règles qui demandent de vérifier avant que les personnes ne sont pas positives ou ne puissent pas transmettre la maladie. Et donc, pour ces questions-là, pour ces raisons-là, il est évident qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Et comme elle arrive au moment où le variant Delta va devenir dominant, je pense que c'est une conjonction. Il faut pouvoir profiter de cette fenêtre d'opportunité pour enfoncer le clou et vacciner un maximum de monde ou convaincre par la pédagogie, etc. Mais personnellement, Absolument. Je voudrais aussi revenir, je reviens un instant sur quelque chose qui a été dit précédemment et qui concerne le maintien des mesures sanitaires plus générales. Même lorsqu'on est vacciné dans des endroits qui seraient évidemment fréquentés de manière importante, avec une difficulté de maintenir une distance physique suffisante, etc. Bon, je pense qu'il faut continuer, et ce sera notamment le cas, j'imagine, à la rentrée, lorsque, par exemple, dans les milieux universitaires, on rouvrira en présentiel pour les jeunes. Eh bien, je pense que ce sera utile de réinsister ou de continuer à insister, en tout cas, sur le maintien d'un certain nombre de mesures de protection, comme le masque et comme la distance physique, de manière telle que les personnes qui sont peut-être pas à ce stade-là encore toutes vaccinées, soit le moins soumise à une contamination possible. Okay, alors, une autre question, pourquoi est-ce que les vaccinés auraient-ils le droit de voyager et de faire d'autres activités alors qu'ils peuvent toujours attraper et transmettre le virus? On vient d'avoir une étude
de l'Institut Pasteur qui montre que quand on est vacciné, on transmet 12 fois moins, ou bien les personnes non vaccinées transmettent 12 fois plus le virus que des personnes vaccinées. Donc, il est évident que le taux de transmission quand on est vacciné est beaucoup plus faible qu'une personne qui ne l'est pas. Mais sur le plan psychologique, c'est vraiment quelque chose qui est très délicat à négocier, je dirais. C'est à la fois expliquer que le vaccin protège, mais qu'il ne protège pas complètement et tout à fait, et que, en particulier par rapport à des personnes qui ne sont pas vaccinées parce que pour des raisons diverses, elles ne peuvent pas l'être, par exemple, eh bien, il faut continuer à avoir des comportements qui soient attentifs et qui respectent une certaine mesure sanitaire. Donc, je crois que c'est vraiment important d'insister sur le fait que le vaccin, c'est pas parce qu'il protège complètement, et c'est pas parce qu'il ne protège pas complètement qu'il est inutile. Et dans le raisonnement d'un certain nombre de personnes, c'est parfois très compliqué à gérer en matière d'information. Est-il prévu que le vaccin soit disponible pour les enfants? Donc, vous savez, on va dire pour les mineurs, les 16-17 ans, vous savez qu'on a invité toute la population de 16-17 ans. En tout cas, ils ont reçu une invitation à se faire vacciner s'ils le souhaitaient, mais nous n'avons pas voulu, au niveau de la région wallonne, faire d'information ou de prosélytisme à la vaccination pour les mineurs, considérant que notre rôle était d'abord de vacciner toute la population adulte âgée de plus de 18 ans de manière maximale et maximaliste. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on doit concentrer nos efforts vraiment sur cette partie de la population. Les 16-17 ans, Lambert, je ne sais pas si tu as les derniers chiffres de Carole sur le nombre de personnes qui se sont inscrites à la vaccination. Il y a quelques jours, c'était un bon quart. 29 000, hier 28 000, sur les 85 ou 87 000. Voilà, 29 000 sur 85, ce qui est quand même un taux assez impressionnant, je dois vous dire, par rapport au délai d'inscription. Il y a une adhésion qui nous semble assez forte pour cette population-là, alors que voilà, il n'y avait pas un intérêt manifeste et que nous n'avons pas du tout orienté notre communication de manière ciblée à leur égard. Et puis la question des 12-15, je l'ai évoqué tout à l'heure, sera débattue en Team Santé à l'issue de l'avis qui va être émis par le Conseil supérieur de la santé sur les recommandations. Il est possible et probable qu'on aille plutôt vers une vaccination ciblée pour ces jeunes adolescents-là, c'est-à-dire des personnes qui ont des comorbidités particulières, mais où on va laisser une place centrale aux médecins, aux pédiatres qui suivent les enfants pour pouvoir juger de l'opportunité de l'intérêt surtout du bénéfice de se faire vacciner pour ces jeunes adolescents-là. Et le cas échéant pourrait alors du coup attester de l'intérêt de la vaccination, un accord avec les parents, une discussion avec les parents et l'adolescent, le jeune adolescent qui pourrait se rendre dans un centre de vaccination le cas échéant. On pense que nous pourrions aboutir à un accord sous réserve de l'avis du Conseil supérieur de la santé d'ici une semaine. C'est demain, l'avis du Conseil supérieur de la santé. Oui, donc la Team Santé, c'est dans une semaine, ce sera mercredi prochain, donc voilà, probablement à cette date-là. Et il pourrait y avoir des parents ou des adolescents de cette tranche d'âge-là qui souhaiteraient vraiment se faire vacciner et qui demanderaient d'eux-mêmes de le faire. Mais notre volonté, a priori, serait de ne pas écrire systématiquement une invitation à la vaccination pour cette tranche d'âge-là, considérant que ça doit être un acte plutôt dans une circonstance plus médicale, ou bien un choix qui serait posé de manière totalement volontaire, mais donc une pratique différente pour la vaccination de cette tranche d'âge-là. Je sais pas, Jean-Michel, si tu souhaites rajouter d'autres choses là-dessus. Non, que je vous inviterai à lire les avis du Conseil supérieur de la santé qui seront très nuancés, d'ailleurs sur les 16-17 et les 12-15 ans, à ce sujet-là, sur le bénéfice à titre individuel qui est effectivement assez limité. Et si vous pouvez me permettre, Madame la Ministre, j'ajouterai à titre personnel un commentaire éthique. Et l'OMS a fait une vidéo aujourd'hui en soutenant que la vaccination chez les plus jeunes, notamment chez les 12-15 ans, ne devrait certainement pas être la priorité d'un point de vue éthique à partir du moment où dans toute une série de pays, on ne sait pas vacciner, faute de vaccins, des personnes qui sont beaucoup plus à risque, notamment des personnes âgées ou des personnes à risque. Et donc il y a un système mondial de distribution des vaccins qu'on appelle COVAX. Il y a certainement une priorité à donner aujourd'hui
dans les pays riches à fournir des doses à des pays un peu moins riches qui pourraient bénéficier beaucoup plus en termes de santé publique des vaccins, puisque les vaccins ne génèrent pas les variants, mais à l'inverse, l'absence de vaccination peut générer des variants. Et comme on circule pas mal, c'est certainement pas une priorité dans des pays riches de vacciner les 12-15 ans par rapport à l'absence de vaccins dans des pays qui en ont certainement besoin. Mais ça, c'est un avis personnel, Madame la Ministre. Que je partage personnellement. Alors. Dans le chat, il y a deux questions peut-être qui sont un peu délicates, donc je veux bien juste les myocardites chez les jeunes hommes avec le vaccin Pfizer, et deux, il y aura une autre question sur mon fils de 25 ans qui a été vacciné le jour où il a reçu un test PCR négatif, donc Covid asymptomatique, il se retrouve aux soins intensifs. Est-ce dû au vaccin? Doit-il faire une deuxième dose? Donc je vais commencer par cette réponse-là, si vous voulez, face à cette question-là. Avec le vaccin, donc je ne fais pas de l'analyse de cas individuel, hein, mais avec le vaccin Pfizer, puisque c'est ce dont on parle chez les jeunes aujourd'hui, il y a très peu de données de risques majeurs d'effets indésirables avec les vaccins ARN messagers. Il y en a un peu plus avec des risques rares avec les vaccins adénovirus. Je pense que si vous allez, je ne vais pas rentrer dans le cas détaillé, Madame Mazril, mais si vous allez un peu plus loin dans le raisonnement, je pense que s'il est hospitalisé en soins intensifs, je suis persuadé qu'il est hypoxique, qu'il a certainement une réponse, une oxygénation assez basse. Et à mon avis, si vous faites une sérologie, il a certainement un Covid. Il y a un Covid qu'il est en train de développer et il est certainement traité pour son Covid. Donc, les vaccins, notamment ARN, n'entraînent pas ce type de symptomatologie. Par contre, les vaccins, et ça a été dit par M. Iserbyt, ne sont pas efficaces même chez les jeunes à 100%, contre toutes les formes, y compris contre les formes d'hospitalisation. Quand je parle de 90-95%, ça veut dire que 5% peuvent quand même avoir des hospitalisations malgré la vaccination. Si par ailleurs il n'a eu qu'une première dose, on peut quand même développer des Covid, y compris des formes sévères, mais rares. Mais donc la balance de la vaccination est en faveur, mais donc ça n'exclut pas qu'on peut développer des formes Covid. Alors à la question sous-jacente, est-ce qu'il doit faire sa deuxième dose? Je pense qu'il n'y a pas de lien de causalité avec les raisons pour lesquelles il est en soins intensifs. On peut faire la deuxième dose si on n'a pas montré ce lien de causalité, ce qui n'est pas le cas des thromboses avec thrombocytopénie chez les personnes qui ont reçu un vaccin adénovirus. Donc je pense qu'il faut éviter, il faut vraiment faire une analyse détaillée du cas, mais ça démontre aussi qu'un vaccin n'est pas efficace à 100%, y compris chez des jeunes. Et s'il a vraiment fait un Covid, malheureusement, ça démontre que des jeunes peuvent faire des Covid sévères. Chez les moins de 25 ans en Belgique, on a eu 10 décès chez les moins de 25 ans. Et donc ça, vous aurez aussi toute l'analyse dans le Conseil supérieur de la santé des risques associés aux plus jeunes. Et la deuxième question, justement, sur les myocardites, c'est vrai. J'ai eu 2 réunions cet après-midi avec l'OMS, avec la FDA, avec le Canada et avec le Japon, où on constate de façon relativement unanime qu'on peut développer des cas de myocardites chez les plus jeunes, notamment chez les moins de 30 ans, principalement dans les groupes d'âge de éventuellement 16, 18, 20, 25 ans. Et il y a juste que ces myocardites ça apparaissent principalement à plus de 80% chez les garçons et principalement après la deuxième dose. Donc le risque, néanmoins, n'a rien à voir avec une thrombose, c'est des douleurs à la poitrine qui amènent des hospitalisations, mais on a les jeunes on a ce qu'on appelle un recovery complet, donc ça n'a rien à voir avec des thromboses. Le risque est éventuellement présent, la FDA l'a démontré, mais la sévérité de la maladie est beaucoup moindre. Et le risque est très faible, hein, par ailleurs aussi, excusez-moi. Ouais, merci beaucoup pour les informations. Il est 20h, donc je pense qu'on peut... on a répondu aux questions qui étaient dans le chat et dans les questions qui avaient été posées au préalable. Donc j'espère que ça y aura été utile. Remercier Lavic, délégué général, professeur Denier et M. Iserbyt pour leurs interventions, leurs exposés et les réponses aux différentes questions. J'espère que ça vous aura été utile et que ça vous aura éclairé. Merci à tous pour votre contribution. Et encore à venir, puisque c'est à travers votre intervention auprès des patients que je pense qu'on arrivera ensemble à écarter ce virus de la population belge. Et puis ce sera à nous d'envoyer un certain nombre de doses dans les pays en voie de développement pour nous assurer que la vaccination se fasse à l'échelle du monde, puisque c'est aussi un des enjeux majeurs pour éviter que ça nous revienne en boomerang avec d'autres types de variants. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.